Alors, les états pelliculaires, les états pelliculaires peuvent s'intégrer dans le cadre d'une dermite séborréique. Hein. Alors, ça peut être une dermite séborréique à minima. Alors, également, il y a parfois carrément des sébopsoriasis. Donc là, il faut un petit peu faire la part des choses en faisant votre examen, votre interrogatoire. Concernant les thèmes inflammatoires, donc on va retrouver principalement l'origine infectieuse. Donc dans l'origine infectieuse, c'est en premier lieu, ça va être tout ce qui est pyodermite bactérienne, donc tout ce qui est sur infection donc bactérienne. Pour les alopécies cicatricielles, alors j'ai oublié de vous dire, donc alopécie cicatricielle, alors dès qu'on a donc alopécie cicatricielle, ça veut dire qu'il y a modification du cuir chevelu avec dépilation. Et ça concerne surtout le champ de Leyni, le favus, avec ce type d'alopécie. Et dans ce cadre-là, on va retrouver le lupus et la sarcoïdose. Donc, c'est des maladies inflammatoires qui peuvent s'accompagner secondairement d'alopécie accompagnée d'un aspect anormal du cuir chevelu. Parce que si on devait schématiquement différencier les alopécies, parce qu'on a des chutes de cheveux qui peuvent être de diverses origines, on a le groupe des alopécies non cicatricielles, c'est-à-dire que la dépilation, il y a juste une dépilation, donc une chute du cheveu, et vous avez l'autre groupe qui va s'accompagner d'une atteinte du cuir chevelu. Donc il y a deux grands groupes schématiquement. On passe maintenant à l'atteinte cutanée. Alors, l'atteinte cutanée, c'est-à-dire qu'il va y avoir effraction cutanée avec pénétration donc, de ces spores, donc de ce champignon-là. Donc, ces spores, une fois sur place, vont produire... Vous pouvez fermer juste un petit moment, s'il vous plaît? Juste comme ça, merci. Donc, elles vont produire du mycélium. Le mycélium, donc, c'est ces spores-là, donc produits par votre champignon. Donc, ce mycélium va, au niveau de la couche cornée, entraîner donc une dégradation de kératine. Alors, avec présence d'enzymes lytiques, endo et d'exoprotéases, entraînant à la fin donc une espèce de réaction inflammatoire parce qu'il y a une production donc de substances pro-inflammatoires. Alors, sachez que ces symptômes-là donc traduisent cette immunité à la fois humorale ou cellulaire donc face à ce type donc d'infection, de parasitisme, et que cette réaction inflammatoire sera d'autant plus importante pour les dermatophytes, à savoir d'origine donc zoophile ou encore tellurique. Par quoi va se manifester donc ces épidermomycoses? Alors, vous avez en premier lieu l'atteinte de la peau glabre. Sur la peau, on va avoir des lésions donc dites d'herpès circiné. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait montré une photo hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, d'un herpès circiné. Alors, votre camarade, elle n'est pas là. Alors, donc, possibilité de transmission anthropophile ou zoophile. Alors, les plus fréquents, ça va être le Trichophytum rubrum, et puis vous avez le Microsporum canis, qui est un zoophile. Donc, vous voyez que souvent, soit c'est un animal de compagnie éventuellement, ou, s'il vous plaît, ou contamination anthropophile. Alors, j'ai mis en rouge, il faut faire attention à l'utilisation des dermocorticoïdes. Pourquoi? Parce que les dermos, étant donné qu'on a parlé d'une réaction immunitaire donc inflammatoire, pardon, excusez-moi, allez-y, allez-y. Étant donné qu'on a parlé d'une réaction immunitaire, vous allez voir, c'est des phénomènes inflammatoires. Ces phénomènes inflammatoires, on pourrait toutes ces infections. Traitement miracle des opérations. Vous avez l'impression de le demander. On connaît que toutes ces infections, on la majorité des cas, on traite. Donc on traite une réaction inflammatoire, non? On va y avoir. On a l'impression qu'il y a une disparition. Donc, à retour de votre diagnostic, on verra dans les diagnostics différentiels, ce n'est pas toujours évident de faire la part des cas, la part des choses, parce qu'on va voir déjà cliniquement l'aspect, qu'est-ce qui va vous évoquer. À proscrire, ils ne sont pas à éviter, ils sont à proscrire, parce que ça va entraîner une flambée. D'ailleurs, souvent, quand on voit, parce que de l'herpès circiné, en général, c'est une petite lésion, une seule. Alors, si vous avez plusieurs lésions, alors, premier réflexe à avoir, alors vous pensez bien sûr au terrain, s'il n'y a pas un diabète sous-jacent, éventuellement,
Et puis, vous allez penser à l'utilisation des dermocorticoïdes. Pourquoi? Parce qu'il y a une flambée des lésions. Ce n'est pas normal d'avoir plusieurs lésions. Alors, please move this. Oh, ben, ça vous fait beaucoup de va-et-vient. Merci. Alors, voilà l'herpès circiné. Alors, c'est dommage que votre camarade qui m'a montré la photo n'ait pas vu ça. Alors, donc, 15 jours après, en général, la période d'incubation, elle est de 15 jours. Donc, on va avoir une espèce de plaque arrondie. Alors, sur l'abdomen, c'est assez simple. C'est très typique. Donc, on a une espèce de médaillon. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? Merci. Donc, on a une espèce de médaillon. Alors, de lésions dites érythématosquameuses. Alors, l'érythème squameux va être un petit peu d'évolution centrifuge, c'est-à-dire il va y avoir par la suite une espèce de... Le centre va devenir un petit peu plus clair, on a l'impression qu'il est en train de guérir, avec extension des lésions, de la lésion, qui va un petit peu devenir un peu plus grande, avec guérison centrale. Et sur le pourtour, vous avez donc une espèce de boursouflure comme ça, un érythème squameux, actif, et parfois carrément une toute petite vésiculation. Hein. Alors, la lésion peut être unique ou multiple. Alors, si on a plusieurs lésions comme ça, c'est qu'il y a eu application probablement de dermocorticoïdes. Elle n'est pas très grande, la lésion. Alors, c'est un médaillon comme ça. Ça peut être un médaillon un peu plus petit, c'est de 1, 2, 3 cm. Et puis, qu'est-ce qu'elle a comme particulier? Et de particulier, elle est très, très prurigineuse. Alors, on peut avoir ça sur le tronc, sur le visage. Donc, il suffit qu'il y ait un contact infectant et puis on va avoir donc la lésion sur le siège, sur ce siège-là. Maintenant, quand on voit ce genre de lésion, c'est pas toujours évident. On verra ça dans les diagnostics différentiels. Ça peut vous évoquer d'autres choses ou pas? Oui, bien sûr. Psoriasis, bien sûr. Psoriasis, autre chose. Urticaire, non. On a un petit peu de vésiculation. Alors, cette vésiculation peut nous tromper un petit peu en nous faisant évoquer ce qu'on appelle l'eczéma numulaire. Alors, on peut évoquer, alors on a vu ensemble, il y a le pityriasis rosé de Gibert. Arrêtez de parler, s'il vous plaît, en même temps. C'est assez gênant. Vous avez le pityriasis rosé de Gibert également. Donc, ça peut évoquer, surtout si on a plusieurs lésions comme ça. Puis, souvenez-vous, je vous ai parlé d'un médaillon initial. Quand on est en droit, enfin, on doit éliminer ce diagnostic-là. Donc, si on a une grande lésion comme ça, un médaillon initial et d'autres petites lésions, on peut évoquer également ce pityriasis rosé de Gibert. Alors, donc on passe, là on a vu ensemble les diagnostics différentiels. Concernant maintenant les dermatophyties des plis. Alors, ça peut toucher aussi bien les petits que les grands plis. Alors, lorsque ça touche les petits plis, on parle d'intertrigaux, interdigitaux palmaires ou plantaires. Alors, pour les interdigitaux plantaires, c'est le classique pied d'athlète. Alors, ça ne veut pas dire que le patient doit être un athlète. Donc, on appelle ça juste le pied d'athlète parce que c'est beaucoup plus fréquent chez les athlètes. Alors, concernant l'intertrigo des grands plis, alors ça peut être les plis sous-mammaires, interfessiers, inguinaux. Donc, on appelle ça également l'eczéma marginé de Hebra. Alors, c'est l'intertrigo dermatophytique des grands plis. Alors, il est beaucoup plus, il est surtout associé au trichophytum rubrum. Donc, on va retrouver ce rubrum encore. Et le flocosum. Alors, comment il va se présenter cliniquement? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a toujours... Ah oui, exactement. C'est assez typique, caractéristique. Toujours cette bordure inflammatoire active, exactement avec un centre clair, tendance vers la guérison et extension centrifuge. Ça, c'est typique du dermatophyte. Parce que vous allez examiner des patients et on va voir qu'il y a d'autres intertrigaux. Mais si vous avez cet aspect-là, d'emblée, vous allez penser, vous allez devoir traiter en tant que dermatophyte. Parce que les dermatophytes et les candidats ne sont pas sensibles aux mêmes médicaments. D'accord? Alors, puis bien sûr, vous avez les autres origines, des autres intertrigaux. Alors, vous avez cette plaque donc érythématosquameuse avec cette bordure donc inflammatoire et on a l'impression qu'il y a une espèce d'asymétrie par rapport au pli donnant un aspect dit en aile de papillon. Mais l'aspect asymétrique, vous devez le garder en tête parce qu'il est typique du dermatophyte. Donc, on a une lésion, bordure, très... donc, c'est assez caractéristique. Vous en voyez... Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais bon. Cette lésion, on va la retrouver aussi bien sur les plis que sur la peau glabre. Donc, c'est presque une signature du dermatophyte.
Maintenant, on peut retrouver des lésions satellites. Les lésions satellites, ça va être des lésions un petit peu d'herpès circiné. Donc, vous voyez là, regardez, c'est comme l'herpès circiné tout à l'heure. Sauf que là, on est face à une grande plaque avec cet aspect asymétrique par rapport au pli et une tendance à la guérison centrale. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que souvent, les patients, ils viennent après plusieurs semaines, voire des mois d'évolution. Alors, il ne va pas venir avec cet aspect-là. Vous allez vous retrouver à une grande plaque. Cette plaque, elle peut descendre même jusqu'aux cuisses. Et c'est cette lisière, c'est cette bordure-là qui doit vous faire évoquer parfois, on a même l'impression que ce n'est pas une grande plaque, alors que c'est une grande plaque qui va prendre pratiquement toute la région de l'aine. Alors, c'est très fréquent. Hein. Pourquoi? Parce que soit on s'est trompé en lui donnant des dermocorticoïdes, soit le patient a laissé un petit peu traîner. Donc, dès que vous avez cette bordure, cette lisière, pensez dermatophyte. Concernant l'intertrigo des petits plis, alors, il est très fréquent, donc touche surtout l'homme adulte, avec ses facteurs bien sûr favorisants, alors de macération, de porte de chaussures serrées, donc bien sûr de manque, on va dire, de micro-traumatisme, on peut avoir des troubles microcirculatoires, donc vous allez chercher un petit peu les habitudes, mais bon, pour essayer de les corriger plus que pour autre chose, pour éviter donc les récidives. Alors comment il va se présenter? Alors, vous allez avoir au niveau des derniers, donc troisième, quatrième espace, donc dernier avant-dernier espace, donc d'abord un début très fruste pratiquement. Donc il y a une petite desquamation, un petit prurite qui peut passer inaperçu. Maintenant, si on laisse traîner, il va y avoir ce qu'on appelle l'intertrigo constitué. Et dans ce cas-là, on va avoir, alors ce que vous voyez là, donc une fissure, parfois un érythème sointant, et puis, on va retrouver cette espèce de couenne dite blanchâtre. Donc, vous voyez l'aspect. Donc, il y a des fissures souvent. Alors, il devient douloureux par contre. Là, on perd le caractère prurigineux. Donc, il y a une fissuration douloureuse recouverte par ce qu'on appelle cette couenne. C'est ça, c'est l'aspect un petit peu blanchâtre donc, de cette couche cornée qui va être macérée. Et puis, à un stade ultime, si on laisse toujours évoluer, on va retrouver un intertrigo macéré, fissuraire, très douloureux, avec sointement. Parfois, il peut y avoir même une surinfection bactérienne surajoutée, et l'érythème, un érythème rouge vif. Donc, alors à ce Alors, on revient. Donc, ça peut être donc un intertrigo dit donc constitué. Il va être beaucoup plus inflammatoire et très douloureux et sointant. Alors, dans certaines situations, on met en route soit le traitement local, mais souvent lorsqu'on est dépassé, alors dépassé par la taille, dépassé par la profondeur des lésions, on doit souvent associer un traitement par voie générale. Hein. Donc, on passe à un stade supérieur de traitement. Alors, maintenant, si on laisse traîner, on va laisser encore traîner davantage, il y a un risque d'extension. Alors, l'extension peut se faire au niveau des plantes. Alors, souvent, alors c'est des patients, alors c'est très fréquent et on se trompe souvent sur ce diagnostic-là. Donc, c'est des patients qui viennent avec un aspect un peu kératosique. Ils vous disent j'ai les pieds secs, j'ai les pieds fissuraires. Alors, parfois, on a un seul pied, parfois, on a les deux pieds. Alors là, il faut se méfier. Alors, on doit regarder de près parce que souvent, alors vous regardez s'il n'y a pas une petite bordure. La petite bordure, là, et gardez à l'esprit la petite bordure qui va dépasser donc sur les faces, sur les plantes. C'est très fréquent. Et parce qu'on croit que c'est de l'eczéma, donc c'est juste une hyperkératose talonnière. Alors que là, on est face à une infection fongique. Donc, à la longue, on peut avoir un aspect sec, donc kératosique, plantaire, parfois donc carrément, alors c'est rare, hein, donc l'aspect vésiculo-bulleux,
Et puis, il y a un syndrome particulier qu'on appelle le one hand, two feet. Alors, c'est-à-dire non seulement le monsieur, parce que dans un point de départ, on va avoir un intertrigo, par la suite, il va se contaminer les deux pieds, et secondairement, on peut même avoir une contamination donc, au niveau des mains, constituant ce syndrome un peu particulier dont je vous parlais, qui est le one hand, two feet. Donc, si vous avez un aspect kératosique qui touche de façon inéquitable donc les deux pieds, une seule main ou un pied, pas l'autre pied, donc on est toujours en droit de se poser la question, soit de faire un examen mycologique ou de traiter en tant qu'une mycose, donc avec extension secondaire. Puis bien sûr, à chaque fois qu'on a un intertrigo, on doit toujours penser porte d'entrée, effraction cutanée, porte d'entrée infectieuse, bactérienne, risque pardon, quelle est l'infection? Alors, oui, elle commence au niveau des plis. Alors, concernant l'intertrigo, hein, elle commence en général au niveau des plis avec extension. Pourquoi? Parce qu'au niveau des plis, il y a de la macération. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver. Parce qu'on retrouve souvent tous ces facteurs favorisants. Alors que pour l'herpès circiné, c'est souvent un contact infectant direct. Alors, intertrigo au niveau des pieds, porte d'entrée. D'ailleurs, c'est la première. Dès que vous avez ça, exactement, l'érysipèle. Si on a un érysipèle, votre premier réflexe, ça va être de chercher un intertrigo. D'accord? Alors, soit un intertrigo, soit des excoriations. Alors, concernant l'intertrigo digito-palmaire, interdigito-palmaire. Alors, il est moins fréquent à cause donc, de tous ces facteurs favorisants, mais on voit là. Alors, si on regarde, voilà, regardez. C'est pas de l'eczéma, bordure. Donc, vous voyez, vous arrivez à voir ou non? Donc, centre plus clair, bordure inflammatoire, très bien. Donc, direct, on pense, dermatophysique, c'est assez fréquent. Hein. Alors, peut-être un peu plus au niveau des pieds, mais on se trompe souvent. Dès qu'on a une lésion comme ça, on se dit, voilà, c'est l'eczéma. Allez, je mets sous dermocorticoïde. Et là, par la suite, on va avoir une flambée. Alors, maintenant, concernant l'interdigito-palmaire, parce que là, on a pratiquement, c'est une extension d'abord de votre intertrigo. Donc, il va toucher une seule main. On peut avoir les trois espaces, troisième, quatrième, cinquième espace. Alors, bien sûr, les lésions sont un petit peu moins parlantes. Il faut vraiment aller chercher cette bordure, cette petite lisière. Les lésions sont finement foineuses, avec cette bordure toujours active. Et puis, avec possibilité d'extension à la fois au niveau des pommes ou encore au niveau du dos de la main. Alors, et puis au niveau des paumes des mains, on a un aspect un petit peu particulier, blanchâtre, dit farineux. On a l'impression que les plis, donc il y a une accentuation des plis vont être comme soulignés par un aspect dit farineux, blanchâtre. Donc cet aspect-là doit être évocateur. Alors, c'est très facile de se tromper, croyez-moi, et de s'y méprendre sur eczéma et mycose. Alors, je ne parle pas de mycose, je vais montrer les aspects classiques. Et souvent, c'est des lésions qui vont évoluer dans le temps. Donc, gardez en tête ces aspects-là. Puis, bien sûr, le syndrome monoarthrophyte. Et puis, on peut avoir d'autres lésions. On peut avoir des lésions satellites. Alors, on peut avoir un intertrigo, on peut avoir kératodermie, palmoplantaire, on peut avoir un herpès circiné. Donc, du moment où on a notre dermatophyte quelque part, on peut, alors je vous ai parlé de la contamination interhumaine, mais on peut s'auto-contaminer, c'est-à-dire on va dessiner un petit peu partout ce dermatophyte qui puisse avoir un terrain favorable. Quels sont les diagnostics différenciés? Alors, pour les intertrigos, alors ça va être bien sûr tout ce qui est origine infectieuse. Vous savez, tout ce qui est intertrigo à BGN, particulièrement donc à Pseudomonas. Vous avez l'érythrasma qui est une infection à cornéobactéries. Donc vous avez bien sûr les intertrigos bactéria et les intertrigos candidosiques qui sont complètement différents, qui prennent un autre aspect clinique. Vous avez au niveau palmaire, on peut évoquer le psoriasis, l'eczéma, bien sûr, et puis enfin vous avez tout ce qui est kératodermie palmoplantaire, congénitale ou acquise. Maintenant, pour la localisation plantaire, vous avez bien sûr le psoriasis et l'eczéma, c'est les principaux diagnostics surtout à évoquer. Et puis, vous avez la dyshydrose non mycosique.
Alors, je ne sais pas pourquoi vous parlez en même temps. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ou vous n'avez pas saisi ou dites-moi. Oui? Pardon, oui? Les kératodermies, c'est une abréviation. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à mettre KPP, mais même sur la littérature, vous allez trouver ce terme-là. Alors, c'est les kératodermies palmoplantaires. Maintenant, en matière kératodermie, ça veut dire épaississement, état squameux, kératosique, palmoplantaire. Mais vous avez deux origines. Vous avez les congénitales et puis vous avez les acquises. Donc, dans les congénitales et acquises, il y a des maladies soit génétiques, soit d'autres maladies. Par exemple, dans le psoriasis, on peut avoir également une kératodermie palmoplantaire. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la dyshydrose non mycosique. Alors, c'est la dyshydrose non mycosique, c'est un petit peu des lésions eczématiformes qui sont secondaires à une espèce de réaction inflammatoire secondaire à la sueur. Donc, c'est des gens un petit peu qui ne supportent pas leur propre sueur et font des lésions dessus, avec risque souvent de surinfection. Et puis, souvent, il y a une macération, parfois une surinfection donc, bactérienne ou fongique qui vient se greffer dessus. Concernant maintenant l'atteinte de l'ongle. Alors, pour l'ongle, alors, ce qu'on peut avoir, alors c'est là l'hyponychium, c'est là, c'est au niveau de la naissance de l'ongle qu'on peut avoir donc une lésion, donc avec atteinte du lit de l'ongle, on parle de lésion proximale hein, à ce niveau-là. Maintenant, soit on peut avoir cette lésion, alors souvent, si on a une lésion proximale, c'est que souvent c'est un traumatisme direct sur l'ongle hein, qui a introduit donc notre mycose. Mais également, on peut avoir donc des lésions. Alors, le cas de figure le plus fréquent, ça va être l'atteinte latérodistale, c'est-à-dire c'est à ce niveau-là que le champignon va s'introduire. Alors, cherchez bien sûr s'il n'y a pas une localisation cutanée qui va être le point de départ. Et puis, l'aspect, ça va être d'abord de l'oconychie. L'oconychie, ça veut dire un aspect blanchâtre d'abord de l'ongle, donc un blanchiment de l'ongle, des modifications d'abord tinctorielles. Au fur et à mesure que l'ongle va devenir plus épaissi, kératosique, hyperkératosique, et à un stade ultime, il peut y avoir carrément une hyperkératose, voire une destruction. Donc, c'est des ongles malades complètement transformés, avec transformation et destruction de l'ongle. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, alors souvent, c'est un traumatisme. Alors, quand on parle de traumatisme, ça peut être un traumatisme direct, comme ça peut être des micro-traumas. Hein. Donc, c'est des tout petits traumatismes. Alors, si on a une petite plaie là, sous l'ongle, il suffit d'avoir juste d'être au contact avec le champignon. Le champignon, une fois qu'il est à l'intérieur, il va essayer de proliférer et d'atteindre et de toucher, donc d'atteindre l'ongle. Donc, ça, c'est concernant l'onychomycose. Il y a des spécificités pour les onychomycoses. Alors, les onychomycoses, de façon générale, si vous avez une onychomycose au niveau des pieds, sans atteinte, sans paronychie, donc sans atteinte du pourtour de l'ongle, c'est souvent en faveur du dermatophyte. Alors que si on a une onychomycose au niveau des mains, c'est souvent plutôt en faveur du candida. Le candida touche beaucoup plus les mains, on verra ensemble parce que c'est plus chez la femme, chez des personnes, alors on va retrouver les pâtissiers, les ménagères, donc tout ça, alors c'est plus fréquent, donc à ce niveau-là. Alors que pour le dermatophyte, c'est souvent le contact avec les sols en général, donc on va avoir une contamination indirecte. Et l'atteinte donc des pieds, elle est plus en faveur de notre dermatophyte. Donc déjà ça, c'est une orientation clinique, alors, étant donné que le traitement n'est pas du tout le même. Hein. Ce n'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes traitements antifongiques quand même. Alors, concernant le traitement des dermatophytes, donc on va retrouver les imidazolés, les triazolés, et puis les allylamines. Donc, c'est les principales classes thérapeutiques donc, utilisées pour le traitement local des dermatophysies superficielles, peu compliquées, non étendues. Alors, on peut retrouver également ce qu'on appelle la cyclopyroxylamine. Donc, c'est des produits qui sont disponibles dans le commerce. Donc, elle n'est pas de la famille de ces azolés-là, mais qui est également une indication des dermatophytes, des dermatophysies. Bien sûr, il faut toujours associer des mesures additives. Alors, bien sûr, pour éviter donc, le port de chaussettes en coton, éviter marcher pieds nus, donc tout ça, vous le savez, donc ne pas mettre de l'eau de javel dans les bacs. Alors, ça paraît tout bête, mais ça évite d'avoir une contamination de tout le monde. Hein. Alors, traiter les membres de la famille.
Bien sûr, demandez le port. Alors, l'usage unique. Alors, souvent, les gens, ils vous disent, oui, moi, j'utilise aussi les chaussures de mon père ou de mon frère. Alors là, c'est la meilleure façon de se contaminer. Alors, les serviettes, les chaussures, alors c'est comme la brosse à dents, c'est presque comme la voiture. Chacun utilise ses propres affaires. Alors, concernant le traitement, alors sur les dermatophysies de la peau glabre, on va utiliser un traitement antifongique local si on a une lésion unique. On peut bien sûr donner sur quelques si les lésions restent peu nombreuses. Alors maintenant, si vous avez des lésions étendues, on va associer un traitement antifongique par voie générale et les antifongiques responsables plutôt actifs sur le dermatophyte, ça va être soit la terbinafine ou la griseofulvine. Alors, la griseofulvine, elle est utilisée à raison d'1 gramme par jour, alors que la terbinafine, c'est 250 mg. Donc, habituellement, c'est 2 semaines. On peut aller jusqu'à 4 semaines, voire jusqu'à 6 semaines. Donc, selon l'étendue des lésions, en faisant attention quand même pour la grisio à faire une FNS, et puis pour la terbinafine, si on est sur une longue période, donc à faire un bilan hépatique, avec surveillance hépatique. Donc, cherchez toujours. De toute façon, gardez en tête qu'il faut toujours évaluer, maintenant voir le terrain de votre patient, évaluer le bénéfice-risque, faire attention aux interactions médicamenteuses et bien sûr faire des bilans parfois de surveillance. Si vous avez kératodermie palmoplantaire d'origine fongique, étant donné le caractère épaissi hyperkératosique, donc on va associer des traitements kératolytiques. Et en matière de traitement kératolytique, qu'est-ce que vous connaissez? Alors, essayez de ne pas regarder et de me dire... Alors, c'est les mêmes, oui, c'est les mêmes traitements qu'on va retrouver, qu'on va utiliser pour d'autres pathologies, c'est l'urée et l'acide salicylique. Donc, on va essayer un petit peu. Pourquoi? Parce que cette hyperkératose, c'est des cornéocytes qui vont être riches en matériel fongique. Donc, on essaie quand même de diminuer cette charge, on va dire, fongique en donnant un traitement kératolytique pour désépaissir ça et enlever toutes les squames. Concernant les teignes, le traitement de choix, c'est la griseofulvine. Alors, on l'utilise donc à la dose, alors chez l'enfant, on peut aller jusqu'à 25, en général c'est de 18, alors c'est de 15 à 25 mg kilo en 2 prises, donc on peut aller jusqu'à 6 semaines, on peut aller de 4 à 6 semaines, bien sûr avec surveillance de la FNS. Maintenant, chez l'adulte, on peut aller jusqu'à 1 gramme, alors c'est pareil, donc jusqu'à 6 semaines. Donc vous évaluez toujours, vous revoyez vos patients. Hein. Et en association, alors pour un petit peu raccourcir les délais thérapeutiques, donc on associe en général des traitements un traitement par voie locale. Maintenant, s'il y a des contre-indications ou encore s'il n'y a pas de griseofulvine, on peut utiliser de la terbinafine. Alors, la terbinafine, elle est moins active sur les teignes. Alors, on l'utilise bien sûr à raison de 250 mg jour chez l'adulte, de 2 à 4 semaines. Maintenant, chez l'enfant, on va utiliser moitié dose s'il s'agit d'un poids de 20 à 40 kg, et puis on descend au quart de la dose, donc si le poids est inférieur à 20 kg. Mais pour l'enfant, c'est surtout la griseofulvine, et non pas la terbinafine. Vous avez d'autres molécules, elles sont accessoirement utilisées, à savoir d'ailleurs pour l'itraconazole, il a été retiré à cause d'effets secondaires. Donc sachez qu'il existe d'autres molécules. Donc vous avez le fluconazole, qui sera utilisé à raison de 6 mg donc kilo pendant 3 semaines. Vous avez l'itraconazole, donc utilisé à raison de 3-5 mg kilo jour pendant pareil 4 à 6 semaines. Donc vous voyez que les délais en général c'est de 4 à 6. Et puis enfin vous avez le kétoconazole, alors à raison de 8 mg donc kilo pendant 6 semaines, tout en gardant en tête que le traitement de choix de première intention, ça va être la griseofulvine. D'autres mesures additives, donc bien sûr pour les teignes. Et maintenant, si on a des cheveux malades d'une teigne, donc on doit couper dans l'idéal pour diminuer un petit peu toujours cette charge fongique. Maintenant, si vous avez un carillon de sel, essayez alors d'épiler, on va dire. Alors, en faisant mal, maintenant, c'est des poils qui vont être expulsés, donc on va essayer un petit peu d'enlever tous les poils qui sont en voie d'expulsion. Et puis, bien sûr, vous avez, il faut nettoyer les pieds d'oreiller, les bonnets, les peines. Donc, tout ça, c'est des transvecteurs, on va dire, de peine. Donc, il faut aller sur ça pour bien les enfants. Alors, le cas le plus fréquent, c'est que souvent, on a des enfants qui viennent. Et c'est des enfants qui vont contaminer leur cerveau. Donc, on va sensibiliser les parents à ça. Et en plus, c'est une maladie contagieuse, faites attention. Donc, ça, c'est concernant le traitement des teignes.
Alors, on est revenu. Non, alors, donc, concernant maintenant la teigne inflammatoire ou le macaron, donc, cette teigne-là, étant donné cette réaction inflammatoire très importante, je vous ai dit, il peut y avoir une réaction, une cicatrice résiduelle avec risque d'alopécie. Alors, elle peut se voir, hein, donc cette teigne-là. Étant donné ce caractère très inflammatoire, on va donner une corticothérapie de très brève durée pour lever l'inflammation, mais bien sûr toujours en association avec votre traitement antifongique. Donc c'est à vous un petit peu d'apprécier. Si vous voyez que la réaction inflammatoire elle est très importante, surtout si le dermatophyte il est zoophile, c'est-à-dire elle va être d'autant plus inflammatoire, donc n'hésitez pas à donner. Alors les corticoïdes de brève durée, ça veut dire que ça ne dépasse pas, pardon, à 10 jours c'est un peu beaucoup, c'est 5 à 7. Parfois on peut donner même 3 jours. C'est vraiment juste une action rapide, étant donné leur action qui est assez rapide. Donc, levez juste l'inflammation et par la suite, on comptera bien sûr, sur l'action plutôt du traitement fongique et non pas sur les corticoïdes. Alors, pourquoi on donnerait les antihistaminiques? Alors, franchement, je pense que les antihistaminiques, je vais avoir tout le monde. Il faut que tout le monde fasse sa petite recherche sur les antihistaminiques. On fera ça ensemble. Oui, alors, intérêt. Alors, ça n'a pas trop. Alors, c'est prurigineux, mais pas autant que ça. C'est pas vraiment le prurite qui est le premier symptôme gênant. C'est prurigineux parce qu'il y a des squames. Alors, sur l'herpès circiné, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Alors, ça ne nous intéresse pas tant que ça de traiter. Là. Il faut traiter l'infection. Alors, dès qu'on commence à appliquer, croyez-moi, les traitements, en général, il y a une amélioration du prurite. Donc, les antihistaminiques n'ont pas tellement leur place. Et même en antihistaminique, il faudra que vous fassiez votre recherche. Parce que me dire, je donne des antihistaminiques sur tout ce qui est prurite, c'est faux. Hein. Il faut aller chercher d'abord qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on ne donne pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de donner. Alors, si vous ne faites pas votre recherche, vous allez avoir ça comme question. Ah oui. Ah, c'est au choix. Alors, si je n'ai pas la réponse avant l'examen, alors vous allez avoir l'examen. Ah ben oui. C'est la seule façon, à mon avis, de vous pousser à travailler un peu. Alors, vous cherchez. Alors, si je n'ai pas de réponse concernant les antihistaminiques avant l'examen, vous allez avoir cette question-là. C'est très simple. Allez. Ah oui, ouais. Alors, c'est dommage que vous soyez trop nombreux. Vous êtes 900 et quelques. Alors, le jour de l'examen, ça va être compliqué. Donc, on est d'accord. Hein. Donc, sur ça, qu'est-ce qu'on disait donc maintenant concernant l'utilisation de ces anti-inflammatoires? Donc, gardez que pour certaines indications, c'est comme ce qu'on a vu hier pour l'acné. Donc, sur une acné très inflammatoire, on peut donner des corticoïdes. Alors, je reviens sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, mais sur les brûlés également. Si vous avez une brûlure très importante, donnez les corticoïdes rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils vont bloquer le processus inflammatoire qui va stopper. Donc, ne laissez pas la brûlure s'installer. Que ce soit, alors que je parle des brûlures
étendue. Mais maintenant, si on a une brûlure superficielle, alors la première, alors c'est pas la peine de donner des corticoïdes par voie générale, on donne des corticoïdes par voie locale, ça stoppe net votre réaction inflammatoire. Donc c'est des gestes un petit peu, on va dire, de débrouillage et d'urgence que vous devez, des réflexes que vous devez avoir. Alors, qu'est-ce qu'on disait concernant toujours les teignes? Alors, concernant maintenant les cas de figure de la femme enceinte et puis du nourrisson de moins d'1 an, alors là, on ne va pas donner de traitement par voie générale, on va se contenter de donner donc le traitement par voie locale. Étant donné donc le risque, alors chez la femme, on se méfie, on ne donne pas beaucoup grand-chose. Alors, et puis chez la femme allaitante également, chez le nourrisson, étant donné cette immaturité hépatique, donc on va éviter tout ce qui est traitement par voie générale. Bien sûr, faire votre enquête, chercher s'il n'y a pas. Donc, s'il y en a d'autres membres de la famille, il faut traiter. Hein. Alors, c'est très fréquent. Alors, souvent, c'est les parents. Hein. Quand vous avez quelqu'un de jeune, c'est souvent les parents qui sont malades. Alors, en association, bien sûr, on traite les parents. Si vous avez des animaux, alors là, vous demandez bien sûr d'examiner l'animal et de le faire traiter. Alors, l'éviction scolaire. L'éviction scolaire, autrefois, on disait non, il faut faire une éviction scolaire automatique. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, cette réponse, attendez, là, il faudra qu'on réponde à celui-là, parce que là, sinon, c'est la catastrophe assurée. Alors, je m'adresse à la personne qui a posé la question, alors qui est de l'autre côté de son ordi, et qui demande si, alors d'abord bonjour, est-ce qu'on peut traiter par de l'acné en association avec les cyclines? Alors, je m'adresse à cette personne en particulier. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez me répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit hier? On a fait le cours hier? Alors, vous faites très attention. C'est interdit d'associer l'isotrétinoïne. Alors, bien sûr, on peut donner des rétinoïdes par voie locale. Ça ne pose pas de problème avec les cyclines. Mais associer l'isotrétinoïne aux cyclines, il y a le risque, qu'est-ce que je vous ai dit, d'HIC. Donc, faites très attention. Alors, faites très attention, mademoiselle ou jeune homme qui est derrière. Offrez-moi voir. Dans l'ulcère de jambe. Alors, alors, à l'avenir, il faudra que les gens posent leurs questions le jour même. Parce qu'on n'est pas là, si je suis là pour faire le cours, ce n'est pas pour répondre par la suite. Alors, si vous m'entendez, essayez d'assister au cours. Alors, on n'est pas très nombreux pour ceux qui sont de l'autre côté, essayez d'assister.